Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. La séquence qu'on est en train de vivre au Québec actuellement est vraiment historique. On n'a pas vu ça depuis des décennies. Et le dernier chapitre s'écrit au moment où la FIC, la Fédération interprofessionnelle de la santé, entame à son tour une séquence de grève après avoir dit non à 99% à l'offre qui avait été déposée par le gouvernement. Souvenez-vous du 19,5% sur 5 ans. Il n'y a pas eu de grand suspense. Là. Ça a été refusé à 99% par les membres de la FIC. La FIC a fait quand même une contre-offre. Le syndicat a revu à la baisse ses attentes salariales et demande maintenant une augmentation de 20% sur 4 ans. Et il y a toujours la question de la flexibilité, là, qui est au cœur. On n'a pas tous la même définition de la flexibilité. Et quand je dis que c'est une séquence historique, c'est qu'oubliez pas, là, la FIC entame une séquence de grève, mais le Front commun est déjà en grève depuis 3 jours. On entame une 4e journée. Et il y a eu des sorties quand même qui ont attiré mon attention. Entre autres, la présidente de la Fédération des travailleurs du Québec, la FTQ, Magali Picard, qui affirme être toujours confiante d'en venir à une entente de principe d'ici le 19 décembre. Puis encercler la date du 19 décembre pour la suite des choses parce qu'elle est importante, là. Les syndicats se rencontreront à ce moment-là. Et avant de déclencher une grève générale illimitée, comme on laisse miroiter, ben il faut un certain délai, il faut un certain laps de temps. Alors, s'il n'y a pas d'offre ou encore d'entente de principe plutôt à présenter aux membres le 19 décembre prochain, ben, jusqu'à maintenant, lorsqu'on écoute à gauche et à droite les déclarations des leaders syndicaux du Front commun, c'est vers ça qu'on se dirige. C'est vers ça qu'on se dirige. Parallèlement à tout ça, moi, je me pose toujours la même question. Est-ce qu'il y a un sentiment d'urgence aux tables de négociation de part et d'autre? Quand j'entends Magali Picard dire « Malheureusement, ce week-end, il y a eu un paquet de tables sectorielles qui n'étaient pas en train de négocier. » Moi, je comprends pas, là. Et du son de cloche qu'on a du syndicat, l'heure est grave, on est sincère de notre côté. Alors, est-ce que le syndicat voulait négocier puis le gouvernement n'était pas disponible? Ben, en tout cas, comme déclaration, le cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, dit les équipes sont disponibles 24/7 là, pour en arriver à des ententes négociées. Il y a eu des rencontres toute la fin de semaine avec les syndicats. Alors, encore une fois, on a des sons de cloche très contradictoires de part et d'autre. Alors, la FIC débraie, le Front commun débraie, et ceux qui sont en grève générale illimitée depuis un bon moment déjà, ce sont les membres de la FAE, les profs, qui, je vous rappelle, n'ont pas de fonds de grève. En fin de semaine, il y a eu une campagne d'entraide pour soutenir les enseignants en grève. Ça a quand même permis de récolter en quelques heures là, à peu près 30 000 $ en dons. On va répéter l'opération, probablement avant les fêtes, avant Noël. Mais les temps sont durs. C'est clair que les temps sont durs. Ça vous donne une idée à quel point leurs convictions sont profondes et à quel point ils veulent changer les choses, d'aller au front comme ça sans fonds de grève. Ça soulève une question aussi importante parce que oui, il y a les conditions de travail des profs, mais qu'est-ce qui se passe avec les jeunes? Dans la presse, aujourd'hui, on titre des élèves inégaux face aux examens ministériels parce que le portrait est très différent en fonction de l'école de votre enfant est représentée par quel syndicat, par exemple. Si on se penche sur la FAE, ben là, on est à peu près à 3 semaines d'école de manquer. D'autres n'en sont à quelques jours seulement d'école, de ratés. Exemple, Front commun, bon, on parle de 4 jours à peu près. Et le privé, 0. Alors, vous imaginez, il y a comme...
Tu sais, il y a comme 3 classes, là, pratiquement, d'étudiants, de jeunes au Québec. Et là, il y a des points d'interrogation qui sont soulevés de plus en plus, entre autres, par la Fédération des comités de parents du Québec, qui s'inquiètent de l'inéquité entre les élèves du privé et du public. Et qu'est-ce qui va se passer avec certains examens, également au retour des fêtes? C'est quand même pas rien. Je vais attirer votre attention aussi, puis honnêtement, c'est à glacer le sang, cette vidéo-là. Allez voir ça sur nos différentes plateformes. On revient sur un accident terrible qui est survenu le 18 avril 2021 sur l'autoroute 401 près de Belleville, en Ontario. Okay? Ce jour-là, il y a une famille de chez nous, une famille de Laval, qui a été décimée par le conducteur d'un poids lourd. Le conducteur en question, lui, a fait face à la justice. Là. Je pense que c'est quand même important là, de le mentionner. Reconnu coupable, entre autres. Et moi, ce qui est marquant, c'est une vidéo. Okay? Une vidéo où on voit 2 angles de caméra. Une première caméra qui est dans le cockpit du poids lourd, où on voit le conducteur en question, là, Meakdeep Singh, au volant d'un camion-remorque Volvo, qui est absorbé par l'écran de son cellulaire, mais pas rien qu'un peu, là. C'est à peine, s'il regarde la route, moi, ça me dépasse. Ça, j'en reviens pas. Et l'autre angle de caméra est à l'avant du camion. Alors, on voit le ralentissement sur la 401 et on voit le camion là, heurter de plein fouet le petit véhicule dans lequel prenait part là, une famille. L'impact s'est fait à 105 km/h. Le conducteur n'a même pas eu le temps d'actionner les freins et a embouti pleinement le petit véhicule, une petite voiture Hyundai. Alors, à l'arrière de la voiture, il y avait les 3 victimes, donc 2 enfants, leur grand-maman. À l'avant de la voiture, il y avait la mère des enfants et son frère jumeau. Eux ont été à peine blessés, nous dit-on, dans ce cas-ci. Et ce qui est choquant encore plus dans cette histoire-là, c'est que l'enquête policière a révélé que le chauffeur aurait même pas dû être au volant de son camion ce jour-là parce qu'il avait falsifié son journal de bord, avait violé la limite d'heures de service permise pour les camionneurs, alors il n'aurait même pas dû conduire. C'est un douloureux rappel qui est très criant. De grâce, là, lâchez votre cellulaire au volant. C'est vrai pour les automobilistes, c'est encore plus vrai pour les conducteurs de poids lourds. Vous avez une machine à tuer entre les mains en raison, bien sûr, de la grosseur de votre véhicule, mais du temps de réaction que ça nécessite également. Alors, c'est une histoire très choquante. Valérie Gontier, notre collègue du journal, qui nous apprend de nouveaux détails là, sur cette épouvantable histoire. Et quand je vous parlais de ce conducteur, sentence de 5 ans de prison, il lui sera interdit de conduire pour une durée de 7 ans. Et il fera face ensuite à la déportation. Alors vraiment, une histoire choquante, douloureuse, qui nous rappelle l'importance de la responsabilité qu'on a aussi là, lorsqu'on est au volant, que ce soit d'une voiture ou d'un poids lourd. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.